20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition présidentielle 2019. Aly Ngouille Ndiaye rassure, la sécurité sera assurée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Intérieur soutient par ailleurs que l'interdiction des gilets de presse au CESTI est liée à une question de souveraineté. Vague de soutien pour le candidat Idrissa Seck, Amsatou Sow Sidibé et Moustapha Guirassy intègrent la coalition Idy 2019. Vous les entendrez dans cette édition. Affaire Mamadou Diop, 7 ans après la mort de l'étudiant, la famille se réserve de commenter la décision de la Cour d'appel. Pendant ce temps, l'UCAD, qui a prié pour ses morts, demande justice dans l'affaire Fallou-Sène. Et puis des journées sans pain à partir de la semaine prochaine. La Fédération nationale des boulangers, qui en a fait l'annonce ce jeudi, veut contraindre le gouvernement à la table des négociations. Voilà le sommaire de cette édition. En quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. À l'élection présidentielle du 24 février prochain, le ministre de l'Intérieur rassure, la sécurité sera bien assurée sur toute l'étendue du territoire national. Aly Ngouille Ndiaye appelle cependant les journalistes à plus de prudence. Il estime également que l'interdiction et la distribution des gilets de presse au CESTI est liée à une question de souveraineté. Des détails donnés au cours de l'émission Yonuit de la RFM. Nos reporters y ont assisté. Al-Hassan Ba et Thierno Laurent Mendy. Aly Ngouille Ndiaye, très relax. Le ministre de l'Intérieur aborde les questions d'actualité à 3 jours du démarrage de la campagne électorale. L'émission Yonuit de la RFM, une bonne tribune pour éclairer d'abord sur cette polémique autour de l'interdiction de la distribution des gilets de presse au CESTI. Il s'agit d'une question de souveraineté. Moi, j'ai été au courant tout simplement qu'il y a une opération de distribution de gilets de presse avec le drapeau américain qui était en préparation. Et quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'aucun organisme de l'État n'était au courant de cette activité. N'oublions pas quand même que l'ambassadeur des États-Unis a été accrédité auprès du chef de l'État. Il a également peut-être des démarches et autres choses qu'il doit faire, en tout cas selon les lois de ce pays. C'est suite à cela qu'on a été au courant de l'information, qu'on l'a appelé, pour dire simplement que nous n'apprécions pas, en tout cas, la politique qui a été utilisée. Et vraiment, l'ambassadeur a bien compris, ça n'a pas... Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Mais il a accepté tout simplement. Et puis voilà, le problème, l'histoire est derrière nous. Les gilets ont été repris et voilà, rangés à l'ambassade des États-Unis. Je dois quand même dire que vraiment dans notre pays, quand même, nous rendons grâce à Dieu, nous avons été jusqu'ici souverains dans l'organisation de nos élections. Les élections au Sénégal s'organisent avec le budget du Sénégal. C'était donc une question de souveraineté. Ah oui. Le ministre de l'Intérieur, chargé d'organiser cette 11e échéance présidentielle, rassure sur le plan sécuritaire. Nous avons déjà demandé via la direction générale des élections à ce qu'on nous donne les programmes des différents candidats pour qu'on puisse, en fonction des lieux de rassemblement, voir comment est-ce que la gendarmerie ou la police, selon les zones d'intervention, puisse déjà faire des actions préventives plutôt que d'attendre la fin. La presse, on lui demande en tout cas d'être visible aujourd'hui avec des gilets de presse ou à la limite voir des cartes à disposition pour que, éventuellement les montrer aux forces de défense et de sécurité, éventuellement quand il y a un problème, et également même les montrer aux militants aussi. Impossible de frauder les élections. Aly Ngouille Ndiaye répond ainsi au candidat Issa Sall. Issa est devenu juste un politicien maintenant, tout simplement. Mais moi, je vais juste rappeler des faits. Avant qu'on en arrive là, Issa, vous l'avez entendu, l'honorable député, à l'Assemblée nationale, dire qu'il a été expert pour apprécier les signatures. Vous vous rappelez de ça, non? Mais quand il le faisait, c'est cette même loi qui est là. Donc, il a dû, à l'époque, regarder des signatures sur la base d'un fichier qui n'était pas arrêté, parce que le fichier est toujours arrêté 30 jours avant les élections. Tout simplement. Donc c'est pourquoi j'ai dit, bon, ça c'est juste des paroles de politique, tout simplement, mais je pense que lui-même il ne croit pas à ça. Plusieurs questions d'actualité abordées. Les abris provisoires vont revenir, mais le ministre a tenu à rassurer là-dessus. Les bulletins pour l'étranger sont déjà imprimés et en cours d'acheminement. Concernant le fonctionnement normal de l'administration durant la campagne, il n'y a rien à craindre.
Restons avec Ali Ngouille qui donne son avis sur le reniement et la transhumance. Il dit ne pas être d'accord sur le fait de défendre ses principes et un jour changer de discours. Cependant, il estime que si l'on prend une décision sur la base de programmes presque identiques et non sur l'affinité, cela ne doit pas gêner Ali Ngouille que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Alassane Ba. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que celui qui a fait ça, c'est lui-même qui doit donner les raisons de son choix et voir s'il a convaincu ou pas. Parce que si c'est sur la base de programme que le choix a été fait et non par affinité, je pense que c'est ça qui doit intéresser les électeurs et non autre chose, voire orienter le débat sur les programmes et non sur l'affinité. Mais ce qui peut gêner, à mon avis, c'est le fait de défendre un programme et qu'un autre le fasse. Vous rêvez un jour pour dire que vous laissez votre programme de côté et il est différent de l'autre sans donner d'explication. Mais si vous faites le constat, le débat est ramené à la relation humaine, mais pas sur une relation programmatique. S'il y a un minimum de convergence, il n'y a pas de souci. Toujours en politique, Moustapha Guirassy va soutenir la candidature de Idrissa Seck. Il a appelé les citoyens à ne pas se laisser impressionner par les inaugurations de Macky Sall, qu'il qualifie de poudre aux yeux. Je vous propose de l'écouter. C'était cet après-midi. Il est interrogé par Sylvie Faye et Ababacar Camara. Voterons-nous en faveur du président Idrissa Seck? Et nous appelons à voter pour lui. Nous avons pu, comme du reste, beaucoup d'autres Sénégalais, évaluer ses actions en faveur du peuple sénégalais et son engagement politique et public commencé il y a plus de 30 ans, quand il a été le plus jeune et le premier directeur de campagne d'un candidat à la présidentielle en 1988. Un bilan a toujours deux colonnes, l'actif et le passif. Dans le cas du président Idrissa Seck, l'actif l'emporte largement. Son programme, ses discours, ses actes, sa vision, son ambition pour le Sénégal, son envie de faire, sa détermination et son courage sont autant de paramètres qui nous renforcent dans notre conviction. Il a sans nul doute la capacité et les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs déclinés plus haut. Amsatou Sidibé aussi a officialisé son soutien à Idrissa Seck pour la présidentielle de 2019. Une décision mûrement réfléchie selon le leader de la coalition Karl Lenen qui pense qu'avec le candidat de la coalition IDI 2019, le leadership féminin sera rehaussé. Nous l'écoutons au micro de Fatimata Touré. Ce choix parce que nous avons consulté la base de notre parti politique Karl Lenen qui a considéré que nous pouvions porter notre choix sur le candidat Idrissa Seck. Alors, c'est un choix qui s'impose parce que nous avons discuté de manière approfondie avec le candidat Idrissa Seck, qui est venu nous voir à plusieurs reprises. Et nous pensons qu'il y a des convergences de vues entre son parti Réumi, son programme et Karl Lenen et son programme aussi. Nous souhaitons qu'avec lui et avec la coalition IDI 2019, nous ayons un Sénégal des valeurs, enfin un Sénégal des valeurs. En tout cas, nous allons nous y atteler, nous battre. Un Sénégal des valeurs, un Sénégal prospère, un Sénégal inclusif où tout le monde sera pris en compte. En plus du soutien d'Amsatou Sidibé, de Moustapha Guirassy, Idrissa Seck peut compter sur l'appui de plusieurs responsables du C25, suffisant pour en faire un adversaire redoutable pour le candidat sortant. La question se pose sérieusement. Élément de réponse avec Kamam Biram Diouf.
Cela pourrait paraître quelque chose d'inattendu, brusque ou même surprenante, le soutien qu'apporte Khalifa Sall à Idrissa Seck. Il est bon tout de même de rappeler que le compagnonnage entre les deux hommes, bâti sur une convergence d'approches et d'idées pour se mettre au-dessus de la mêlée et apporter un meilleur vécu aux Sénégalais, trouve son baptême de feu lors des locales de 2014. Aux dernières législatives, également, la liste de Taxawu Dakar aura bataillé pour se voir attribuer 7 sièges à l'hémicycle de Rewmi. Le combat à l'Assemblée nationale porté par le député Déthié Fall du parti Rewmi contre ce qu'il qualifie d'injustice à l'égard de Khalifa Sall donnerait assez de raisons à l'ancien maire de Dakar, candidat recalé, de porter son choix sur Idrissa Seck. Ce dernier bénéficie également du soutien du président du grand parti Malick Gakou, Damsatou Sow Sidibé de Karlenen, Thierno Bocoum d'Agir et, selon nos sources, le leader des Rewmi sera également soutenu par Hadjibou Soumaré, Pape Diop, Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Alassane Sène, entre autres, presque l'essentiel du C25, parce que Idrissa Seck, à leurs yeux, constitue l'alternative pour faire partir le candidat sortant Macky Sall, ce qui était le projet individuel de ces candidats. Cependant, Idrissa Seck trouve en face de lui une machine de guerre, Benno Bokk Yakaar, qui se renforce, ratissant large au fur et à mesure que l'on s'achemine vers le scrutin du 24 février. Plusieurs responsables hier de l'opposition ayant décidé de poser leur palichon dans le grenier du président de Benno Bokk Yakaar. Modou Diagne Fada, Aïssata Tall Sall, Cheikh Tidiane Gadio, Jean-Paul Diaz, Maître Ousmane Ngom notamment, pour ne pas minimiser ou même trahir l'esprit de conquête du pouvoir des autres candidats, Ousmane Sonko, Maître Madické Niang, Issa Sall, un duel entre Idrissa Seck et Macky Sall, est le scénario auquel on pourrait assister. Et puis la collectivité Lébou appelle à l'apaisement en cette période préélectorale plutôt. Elle demande aux politiciens d'éviter la violence verbale et physique. Elle a fait face à la presse cet après-midi, compte rendu signé Habib Faye et Maria. yaa xam pouvoir nga nekk yaa xam opposition nga nekk mais nanguwuñu tey loolu duñu ko nangu suba duñu ko nangu tey. Ferme sur sa décision, la collectivité Lébou prête à combattre la violence en cette période électorale. En conclave, les Lébou, unis derrière le grand serigne de Dakar, appellent à l'apaisement. Lébou yi nii Ndakaaru gi ak région de Cap-Vert ñun ñoo fi fekk baax. La région de Dakar et du Cap-Vert appartiennent aux Lébou. Nos ancêtres avaient voulu que l'on cohabite paisiblement avec les étrangers, chose qui est faite. Et actuellement, il y a ceux qui veulent brûler le pays. Ce que nous, les Lébou, nous n'allons jamais accepter. Pape Ibrahima Diagne demande aux politiciens de prôner la paix dans leur discours. Chaque fois qu'il y ait des violences de ce genre, c'est la communauté Lébou qui subit en fait. Voilà, parce que c'est leurs maisons qui vont être cassées, bien qu'il y a les autres qui sont venus habiter ici, ce que nous avons toujours souhaité, parce que nos arrière-grands-parents ont toujours souhaité ça. Nous les alertons, car ce pays nous appartient tous, et nous n'allons pas croiser les bras. Selon lui, ils sont au nombre de 3 catégories à vouloir diriger le Sénégal. Celui qui a déjà le pouvoir et veut le posséder. Celui qui ne l'a pas et veut l'avoir. Et enfin, celui qui donne le pouvoir. Ce sont ces 3 catégories qui existent. Cependant, le grand serigne alerte les chefs coutumiers sur les risques de la corruption. Pour cette présidentielle, les citoyens appellent également au scrutin apaisé, sauf que certains d'entre eux disent ne rien connaître du processus électoral avec tout ce qui l'entoure. Pour en savoir plus, suivons son reportage signé Koumba Matlo et Armadouba. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, le niveau d'information des Sénégalais semble ne pas être au bon fixe. Nombreux sont ceux qui ne savent pas qui sont les candidats à cette joute électorale. Les candidats, je ne les connais pas. Non. La date de vote, c'est le 25 février. D'autres, sans doute plus intéressés par l'actualité politique, semblent être au diapason. Les 5 candidats, c'est le président Macky Sall, le président sortant Macky Sall, Issa Sall de Pur, Maître Madické Niang, Ousmane Sonko et Idrissa Seck. C'est les 3 prochains, Inch'Allah. Oui, je connais Ousmane Sonko, Madické Niang, Idrissa Seck, Macky Sall, je pense Issa Sall. La date d'ouverture de la campagne ? Le 3 février. Oui. Merci.
Toutefois, le souhait est le même, des élections paisibles pour préserver le Sénégal. Je voulais dire à la population d'être une population responsable, de ne pas gaspiller le Sénégal, parce que le Sénégal c'est à nous, et pas pour les politiciens. Il faut être majeur et mature aussi. À la population, on leur songe de bien se comporter pendant les élections et qu'ils sachent que nous sommes dans un pays de paix et de développement. Je dis seulement les élections apaisées. Bon, je souhaite que tous les candidats, le meilleur gagne. Dans moins d'une semaine démarre la campagne électorale. Reste à voir ce que les candidats mettent sur la table pour convaincre ces citoyens encore incertains. Et puis toujours en politique, rappelons que Maître El Hadji Diouf a officialisé également son soutien au candidat Macky Sall. L'avocat déclare par ailleurs qu'il ne figure pas sur la liste des transhumants sur l'affaire des 94 milliards. Il parle d'un contentieux privé des manœuvres d'Ousmane Sonko visant à manipuler l'opinion. Maître El Hadji Diouf qui faisait face à la presse cet après-midi. L'élément n'est pas encore prêt. Certainement, nous l'écouterons avant la fin de ce journal. Affaire Mamadou Diop, 7 ans après la mort de l'étudiant tué pendant la période préélectorale de 2012. La famille se réserve de commenter la décision de la Cour d'appel. Elle a organisé une cérémonie de prière pour le défunt. Je vous propose d'écouter la réaction de son père au micro d'Abdourahmane Diallo et Abdoulaye Gueye. Je remercie Dieu. 7 ans déjà que Mamadou Diop est parti, mais comme je viens de le dire tout à l'heure, Mamadou Diop a été façonné par son marabout Seigne Sidi Mbacké. Seigne Sidi, je demande à Dieu ce que Dieu lui accorde une longue vie, une bonne santé. Si ce n'était pas Seigne Sidi, Mamadou serait inconnu. Et nous, ses parents aussi, on serait inconnus. Mais je ne peux pas outrepasser mes propos parce que je ne fais que remercier Dieu et Seigne Sidi. Quand je vois ses disciples qui sont là, présents, et tout en présent, ça me réconforte. Ça réconforte toute la famille. Je me réserve de me prononcer sur ça. Comme je l'ai déjà dit, en ce qui concerne le procès de Mamadou, je n'aurai plus à me prononcer là-dedans. Pendant ce temps, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar commémore ses morts 18 ans après la mort de l'étudiant Balla Gaye. Une journée de prière pour demander également justice dans l'affaire Fallou Sène. Ils ont décrété une journée noire au sein du campus pédagogique pour se souvenir de leurs camarades. Aminata Baresso. C'était un 31 janvier 2001, Balla Gaye tombé sous les balles des forces de l'ordre. De cette date à nos jours, des étudiants sont tombés au sein du campus universitaire. Les étudiants se souviennent et réclament justice. 18 ans après la mort de notre camarade Balla Gaye, les étudiants se sont réunis depuis hier pour commémorer la journée des martyrs. Au-delà de Balla Gaye, il y a beaucoup d'étudiants qui ont été tués par les forces de l'ordre. Balla Gaye, Bassirou Faye et récemment Fallou Sène. C'est cette dernière, si vous constatez bien le t-shirt que nous avons porté, il est écrit que justice soit faite sur la mort de notre camarade Fallou Sène, qui a été abattu froidement par les forces de l'ordre. Une autre année, la même date, un 31 janvier 2012, là c'est Mamadou Diop, étudiant à la FASTEF, qui tombe au cours des manifestations à la place de l'Obélisque. Le contexte préélectoral était assez tendu. On se souvient de la génération de mai 68. Les étudiants étaient là pour réclamer la justice, la liberté, la démocratie, l'état de droit. Ce combat reste le même. Donc nous continuons à réclamer ce qui constitue une fierté pour tout un pays, pour toute une nation. Récital de Coran, arrêt du cours au sein du campus pédagogique, les étudiants rendent hommage à Balla Gaye et Mamadou Diop, tous deux tués un jour du 31 janvier.
Vous l'annoncez également dans les titres de cette édition, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal met sa menace à exécution. Elle va, à partir de la semaine prochaine, organiser des journées sans pain. Elle s'indigne du mutisme de l'État qui refuse de communiquer avec elle. Compte rendu de sa conférence de presse de ce matin, signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. L'on s'achemine vers des journées sans pain, ainsi en a décidé la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, dans le seul but de se faire entendre. Que les boulangers ont décidé graduellement de mettre des journées sans pain dans chaque région. Et ensuite, on aura une journée nationale et nous allons vous donner les dates précises, mais dans la semaine qui va venir, pour dire exactement, nous allons sillonner ce pays-là, comme les politiciens, pour donner, expliquer carrément ce qui se passe. Car selon les boulangers du Sénégal, la situation au sein de leur boulangerie est devenue catastrophique et l'État refuse de s'asseoir avec eux autour d'une table pour discuter d'un nouveau format de pain. Nous avons demandé de mettre sur le marché un nouveau format, conformément aux recommandations des assises. Et ça a créé un tollé. Nous n'avons rien compris. On a dit, nous voulons mettre un format de 250 grammes sur le marché. Cela n'empêche pas que le consommateur qui veut sa baguette de 190 grammes puisse l'avoir. Et ça a créé un tollé. Et que depuis lors, nous attendons des déclarations des autorités qui menacent les boulangers de répression et qu'ils n'acceptent même pas de nous parler. Et tout cela a pour conséquence, selon les boulangers, la fermeture de pas mal de leurs structures avec une anarchie dans la distribution du pain. Il y a beaucoup de fermetures de boulangeries. Il y a tellement de conséquences sur le secteur qui fait que nous avons des problèmes. Il y a une anarchie totale. Mais écoutez, tout ce qu'on est en train de dire là, les assises l'ont déjà réglé. Les assises demandent à ce qu'on règle l'anarchie par tous les moyens, que le ministre sorte un arrêté pour arrêter la distribution, que les boulangers donnent un pain de qualité. Les boulangers faisaient face à la presse jeudi pour exiger de l'État des résolutions fermes sur leurs conditions. Puis les victimes de démolition de la cité Tobago très remontées contre le gouvernement du Sénégal. Selon elles, l'État leur doit de l'argent. Ces anciens pensionnaires de la cité Tobago face à la presse disent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Compte rendu signé Habib Faye. Les ex-habitants de la cité Tobago réclament leur dû à l'État du Sénégal. Ils se disent confrontés à des difficultés nombreuses suite à la démolition de leur maison. Nous ne comprenons pas le pourquoi, après avoir cet endroit, on ne peut pas accéder sur nos terrains. Aujourd'hui, personne ne peut accéder sur son terrain. Et je pense que selon la propriété foncière, le document le plus valable, c'est un état de droit réel, ça suffit. Ma souffrance, moi seul le sais. J'ai divorcé à cause de cette démolition. Bientôt, le propriétaire de la maison me mettra dehors. Fatigué de vivre le calvaire, il lance un appel au président de la République. Interpeller le président de la République, qu'on est inquiet, que franchement, nous ne comprenons absolument rien. Ces gens-là, ils sont plus de 300 et quelques victimes, qui ont presque tous les états de droit réel et qui ne peuvent pas accéder sur le terrain. Qu'il ait pitié de nous, car nous sommes très fatigués. Nous appelons le président Macky Sall à régler le problème. N'empêche, ils sont prêts à en découdre avec le gouvernement pour avoir gain de cause. Ces maisons-là, nous avons gratté pour les acheter. Nous avons construit, ils l'ont démoli. Mais ils ne peuvent pas nous démolir. Ils peuvent démolir les maisons, mais nous, non. Alors, s'ils ne répondent pas, malheureusement, nous saurons qu'il n'a pas de parole. Ce que nous réclamons nous revient de droit. Donc, nous sommes prêts à tout. Dans l'espoir de voir leur nouvelle habitation disponible, ces pères et mères de famille croisent les doigts et attendent le soutien de l'État. Puis je vous l'annonçais tout à l'heure, Maître El Hadji Diouf qui officialise son soutien au candidat Macky Sall. L'avocat déclare par ailleurs qu'il ne figure pas sur la liste des transhumants sur l'affaire des 94 milliards. Il parle d'un contentieux privé. Des manœuvres d'Ousmane Sonko visent à manipuler l'opinion. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. 3 tours d'horloge avec la presse, Maître El Hadji Diouf lâche enfin le mot. Oui, Macky a gagné. Pourquoi Macky a gagné? Alors qu'on aurait pu aller avec Idriss Seck. Il y avait beaucoup qui étaient avec Idriss Seck. Mais la majorité, finalement, l'a emporté. En tout cas, ne me mettez pas dans le lot des transhumants.
L'avocat n'a pas manqué d'exposer sur l'affaire des 94 milliards. Il parle de manipulation. Que le procureur n'a aucun pouvoir de s'immiscer dans un contentieux qui oppose deux personnes privées. Les 94 milliards existent, sont destinés à des familles lébou, mais pas à Mamour Diallo. L'État n'a payé que 3 milliards de poussières. Et monsieur voulait être le représentant de ces familles avec 12%, c'est ça qu'il a signé. Si je vous donne les 91 milliards et quelques restes, j'aurais 12%, ça lui aurait fait 10 milliards et ça lui aurait permis de battre campagne. La robe noire dit poursuivre son chemin. Il invite aussi le peuple à prendre conscience des enjeux de l'heure. Et puis on recueille de textes sur la justice militaire. C'est un ouvrage coécrit par 3 spécialistes en la matière. Il s'agit du capitaine Mamadou Diko Mbalo, le commandant Biran Wan et le magistrat Biran Sen. Ils ont voulu, à travers cet ouvrage, offrir une base pour comprendre les mutations de la justice militaire. Dissa Prera. 711 pages, scindées en 4 parties, ce recueil de textes de droit militaire coécrit par 3 spécialistes de la justice militaire se veut d'abord un outil didactique. Les auteurs ont voulu ainsi recenser l'ensemble des textes de droit et jurisprudence en matière de justice militaire. Au niveau de la première partie, on a parlé du code de justice militaire, c'est-à-dire la loi de 94-44. Et cette loi de 1994, dans le recueil, on a recensé toutes les dispositions qui, au niveau du tribunal militaire, posent un certain nombre d'interprétations ou un certain nombre d'applications. Et au niveau de ces dispositions-là, on a prévu des annotations pour expliquer un peu le sens et la quintessence de la loi. On a également, en plus de ces annotations, mis en exergue la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions qui ont été rendues soit par le Conseil constitutionnel, soit par la Cour suprême, soit par l'ancien Conseil d'État ou l'ancienne Cour de cassation, ou bien la Cour suprême, actuelle Cour suprême, mais également le tribunal militaire en sa formation, ordinaire, etc. Le code de justice militaire, le statut des corps militaires, le statut des corps paramilitaires, ainsi que les annexes. Cette production scientifique va contribuer avec force au débat judiciaire, d'autant plus que la justice militaire reste largement méconnue du grand public. Notez que le code de justice militaire, et c'est important de le souligner, ne consacre ni une justice d'exception, ni une justice parallèle. C'est un instrument qui, tout en s'appuyant sur le droit positif et sur notre appareil judiciaire, tend à régler des questions de droit pénal que les limites du droit disciplinaire et du droit pénal ordinaire n'ont pas permis d'envisager dans leur champ d'application. C'est pourquoi simplement notre pays s'est doté de ce code de justice militaire pour mettre l'accent sur l'égalité de tous les citoyens, fussent-ils militaires ou paramilitaires. Un premier jet salué par l'ensemble des hommes du Sérail, mais une réactualisation de ce code de justice militaire est obligatoire pour le rendre plus opérationnel. Merci à vous, Dissa Prera. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.